on va en arriver à Claudel et puis, Oui. et puis au Soulier de Sapin. Vous avez dit que vous étiez véritablement un adepte du verbe, que vous avez commencé par un club de poésie, justement, et qui est devenu ensuite un atelier théâtre. Oui. Vous avez quand même un grand rapport à Claudel depuis longtemps, puisque vous avez joué Mesa, justement. Vous avez, dans le cas de Mesa, vous avez fait le film aussi, Ouais. enfin, à la fois la représentation et puis le film. Dont, voilà. Vous avez joué aussi Louis Laine, bien avant. Et puis vous avez même dit que vous aviez raté 3 fois la classe du cours Florent avec le cantique de Mesa. Absolument. Voilà. Pourquoi cet homme sur le bateau? Merci. Donc, déjà, première chose, ce serait vous interroger sur ce rapport à Claudel, parce que on s'aperçoit que finalement, Claudel, c'est un auteur quand même qui fascine énormément et qui fascine des gens venus d'horizons extrêmement différents. Et si Claudel quand même est un auteur extrêmement catholique, extrêmement quand même religieux, on peut pas le nier. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui fascine justement des gens qui sont absolument pas dans cette bienveillance-là. Vitesse ne pouvait pas être soupçonné de quoi que ce soit à cet égard. Et quand on a interrogé Didier Sandre avec son passé protestant, effectivement, ne peut pas être soupçonné non plus. Et je pense que vous également, avec vos origines protestantes, c'est un petit peu la même configuration. Donc, qu'est-ce qui fascine à ce point-là sur Claudel? Qu'est-ce qu'on y trouve finalement en tant que à la fois comédien, en metteur en scène, d'aussi fascinant? Alors Claudel fait partie, comme Racine, Garnier, Robert Garnier, de ceux qui ont des langues inventées, des langues qui ne paraissent pas des langues naturalistes ou simples, et qui nous permettent de faire ce que j'appelle des voyages dans la langue. Moi, ça me fascine tout le temps. Donc c'est des langues pédagogiques, et je comprends pourquoi on les travaille à l'école, notamment, parce que, quand vous lisez Claudel la première fois, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ces versets bibliques, qu'est-ce que c'est que ces grandes images grandiloquentes, et le sapin du nord, et l'oiseau, et l'indien sur la branche, et là, et là, et là, et là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment, oui, mis à part faire une grande élégie comme ça, une espèce de grande lecture poème avec un pianiste et une queue de pie, pourquoi pas, mais alors sinon, et quand on rentre à l'intérieur, on finit, quand on le joue, par se dire, ça ne peut pas se dire autrement. Comme si la langue de Claudel était finalement la plus chirurgicale et la plus précise. Donc ce voyage-là, il est extraordinaire à faire, ne serait-ce que par... c'est presque la fête foraine. On part d'un point et on arrive à un autre point, on fait pendant tout le travail. Et ça, je trouve ça extrêmement amusant. Et chez Claudel, il y a un petit peu... Le sandwich est très complet, je ne sais pas comment dire ça. Évidemment qu'il y a la culture, évidemment qu'il y a l'intelligence, mais Claudel disait, je crois que sa langue était la langue des voyous. Donc il y a quelque chose, une épaisseur de cuir et une crasse humanité là-dedans qui sont rarement réunies. Voilà. De temps en temps, on a des langues très intellectuelles, mais sur lesquelles il manque un petit peu de vérité. On a l'impression que nous, on ne touche pas à une sorte de hamac humain comme ça sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis il y a d'autres langues qui ne seraient que dans l'échange humain, mais qui montraient un peu de transcendance. Chez Claudel, c'est pour ça d'ailleurs que les protestants s'y intéressent, ou que les communistes s'y intéressent, j'en sais rien, parce que le rapport à la transcendance, le rapport à l'humain à la transcendance, est une chose qui est rarement aussi bien expliquée et aussi bien traversée que chez Claudel. On s'en est amusé il y a encore 4 jours avec Didier et Bertrand Couder, qui nous fait l'amitié de nous faire des lumières là, sur la messe là-bas, et Bertrand est protestant. Donc on se retrouve la triplette protestante à essayer de faire un sort à la messe là-bas, en plus. On se dit, on a un problème. Mais je pense, par exemple, pourquoi est-ce que vous faites est-ce que je ne suis pas un homme, pourquoi est-ce que vous faites le Dieu avec moi? Ça c'est dans le Cantique de Mesa, il n'y a pas plus protestant comme injonction. C'est-à-dire, tout d'un coup, dans sa chapelle ardente, sans aucun décorum, dans cette Chine
dans cette Chine révolutionnaire où il n'y a plus rien, que la boue, un candélabre qui est tombé, enfin vraiment plus rien, et les étoiles à travers un toit soufflé par une explosion. Dans ce dénuement-là, Claudel le catholique a un rapport avec Dieu qui est totalement direct, et un rapport d'un tel orgueil, c'est ça que je trouve dingue, c'est que l'orgueil de ce type, il est drôle, Claudel. En plus, moi je trouve ça très drôle, Claudel. Sans doute à cause de son orgueil et de l'honnêteté avec laquelle il le laisse apparaître. Je voyais ça avec Didier, son rapport à Dieu, ce type-là qui se sent appelé je ne sais plus quelle colonne de Notre-Dame, et qui donc se dit ok, j'ai rendez-vous, je rentre, j'attends, personne ne me parle, je me vexe, je me tire. C'est quand même extraordinaire d'avoir ce truc-là, quoi. Comme si on était quelqu'un de totalement élu, de désigné, que le doigt de Dieu s'est posé sur la fontanelle, et maintenant il doit se passer quelque chose. Et j'ai eu la chance de travailler avec Madeleine Marion. Madeleine était extraordinaire sur Claudel, parce que justement, elle nous disait, mais les petits cocos, les enfants, c'est pas On disait, c'est juste l'histoire d'une petite nana qui est sur un bateau et qui n'a du succès que parce que c'est la seule qui nous ramenait ça. Elle disait, c'est pas la dame au petit chien de Michael Koff, c'est pas une ombre tchécovienne comme ça sur le bateau, magnifique. Non, c'est des ronds de cuir. C'est des pauvres petits gars, c'est la ruée vers l'or, de l'autre côté, avec des espèces de self-made man un peu bougon et pas très évolué, avec une petite nana qui s'étonne d'avoir du succès, parce qu'encore une fois, c'est la seule à apporter quelque chose d'un peu féminin sur ce putain de cargo. Et au milieu d'un cagnard pas possible, mais dans une croisière d'une lenteur insupportable. Et elle me disait, mais là je suis Isée, c'est moi. Elle me disait, mais c'est pas Moïse qui descend du mont Ararat avec ses. Non, c'est juste, oui, ils sont traversés par une parole, et ils ne le savent même pas. Elle disait d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle dit 3 pages après, c'est vrai, pourquoi est-ce que je dis ça, je ne le sais même pas. Elle le dit qu'elle ne sait pas ce qui a été dit. Donc elle avait une parole là-dessus extraordinaire, Madeleine, parce qu'elle a ramené ça à une chose extrêmement concrète. Et elle nous disait, le vers libre et les rejets, c'est juste des indications de jeu. Donc c'est pas biblique cette chose-là, c'est des indications de jeu. C'est-à-dire que ne respirez pas tant que c'est pas marqué. Alors vous pouvez respirer, parce que de temps en temps, mais l'essoufflement dans lequel vous allez être vous donne l'indication de l'état, tout simplement. Et que de temps en temps, sur des répliques comme ça, qu'on est obligé d'enchaîner, on sent que la personne a peur, parle pour ne rien dire, et dans une profusion comme ça inquiète des choses, tandis que quand Thomas Pollock-Nageoire se penche au-dessus d'un Indien en essayant de lui expliquer ce que c'est que l'économie libérale, eh ben, il lui dit tout vaut tant. Tu comprends? Comme on dit à un enfant pour que ça s'imprime. Et c'est vrai, quand vous le lisez comme ça, c'est très concret. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que Claudel faisait ça pour que son théâtre ressemble à de la vie, avec les chaos, les traversées de pensée, les arrêts de pensée, les carrefours d'intention, les remues, le verbaux, comme ça. Et qu'il ne se méfiait que des acteurs de la comédie française qui étaient capables d'aller jusqu'au bout du sang, et de mettre le point, qui pour lui était une sorte de métrique théâtrale. Et je suis persuadé que le fait de demander à ce qu'on s'arrête à des endroits la plupart du temps extrêmement curieux, mais en même temps extrêmement curieux, mais dans la vie on ne cesse d'être traversé par des pensées, des difficultés à énoncer, et on s'arrête et on cherche nos mots exactement aux mêmes endroits. Et il avait finalement, c'est comme on s'était aperçu sur le film avec Morieras, que finalement, Claudel était un dialoguiste de cinéma extraordinaire. C'est à partir du moment où on le disait bas et VHF sur la caméra, ce qui est déjà, ça marchait incroyablement sur l'intelligence de ce qui était dit, et en même temps, pas une intelligence énoncée
dans une pagination extrêmement intellectuelle et savante. Non, une intelligence énoncée avec finalement beaucoup de naturalisme grâce à ça. Donc moi, c'est ce qui me fascine chez cet auteur-là. Et puis son grand désir à Brang, je ne sais plus quelle est cette première phrase de Mesa, la mer est comme une vache terrassée comme un marque au fer rouge, quelque chose comme ça. Et quand on va à Brang, on me l'avait dit, à Brang, avec les 2 ifs là, qui sont là, près de la tombe, une espèce de coin de mur, comme ça, devant des pâturages, qui ressemblent finalement de loin à une espèce de poupe, comme ça, et on a dit, il y avait des vaches. Et puis là, on voit la mer moutonner, enfin, vacher de vaches, comme ça, qui se déplacent. Et quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est une écriture extrêmement concrète. C'est pas une écriture de Nyakema Kima, une espèce de grand poète comme ça, sur une péninsule bretonne, arriver des choses. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement. Puis on voit sa tête. Hein. Oui. On l'écoute parler, c'est génial. D'ailleurs, Didier le maîtrise très bien. De temps en temps, il y a des passages sur la messe là-bas où il fait des contractions sur la langue. Contraction qui ressemble beaucoup à l'accent de Claudel et comment il dénonçait les choses. Il y a quelque chose, ça sent la pelletée de terre à son poids. Mais même dans la captation, enfin dans le soulier satin, il n'y a pas la même. Il ne joue pas de la même manière entre la première journée et la dernière journée. La dernière journée, même au niveau de ses dictions, c'est plus la même. Il mange des syllabes, il oublie, enfin, il ne prononce plus les muets. Isabelle Valérie Dréville est absolument incroyable dans la 4e journée, avec cet accent comme ça, glaiseux. Donc c'est une matière passionnante. Voilà. C'est une matière passionnante. Parce que Marivaux est une matière passionnante aussi, d'une grande difficulté, la prose est très difficile, etc. Il y a plein de choses sur l'époque, la politique. Mais au-delà de la difficulté de maîtriser cette forme chez Claudel, de la rendre simple, de la croire simple, de la comprendre simple, il y a aussi, on rentre dans un monde glaiseux et transcendant en même temps. Enfin, Tout à fait. Il y a une matière épaisse, obscure, on peut y revenir toute sa vie. Toute sa vie, on peut y revenir. Comme en plus, voilà, on se disait, avec les 3 protestants sur la messe là-bas, et le fait que c'est un singulis, censé pouvoir tourner extrêmement légèrement. Donc, j'ai fait une sorte de petit espace, une sorte de Golgotha, de toile, de Trinité, comme ça. Et on s'amusait parce qu'il y a 3 tabourets. J'ai dit, tu pourrais presque en mettre un 4e, parce que finalement, c'est toujours les voix intérieures de Claudel. Ça aussi, c'est passionnant. S'apercevoir que la journée qu'on voit claire qui dure jusqu'à ce qu'elle soit finie, c'est Hélène qui le dit dans la seconde version, je crois que dans la première, c'est Marthe qui le dit. Donc le fait même que l'orchestration de son quatuor intérieur peut passer d'une phrase à l'autre, entre l'homme faible, la jeune sauvage, l'amoureuse, enfin l'actrice, toutes ces voix-là qu'on retrouve à chaque fois. Mesa, a du Louis-Hélène et du Thomas Pollock-Nageoire aussi, enfin, tous ces mélanges-là, toutes ces plaques comme ça sont passionnantes à étudier quand on a la chance de cheminer. Et c'est vrai que là, je regarde Didier travailler, je fais semblant de lui dire des trucs pour lui faire plaisir, rien à lui dire évidemment, mais ce qu'il y a de très beau, c'est que ou bien je vois un acteur, parce qu'il a passé 70 ans, Didier, je vois, comme très souvent les acteurs de cet âge-là, ils pourraient dire n'importe quoi, on a l'impression que c'est eux qui le disent. Enfin, il y a plus de travail, c'est comme s'il n'y avait plus de travail. C'est absolument passionnant. Et en même temps, je vois aussi un acteur de cet âge-là qui chemine avec la parole de Claudel depuis des décennies. Comme une parole amie et toujours échappante, et toujours fascinante, et toujours épousante. Voilà, comme si il cheminait toute une carrière avec ces grands rendez-vous comme ça qui reviennent. Et c'est passionnant à voir, parce qu'effectivement, on chemine avec. Moi, Mesa et le partage de midi, j'ai cette chance-là, hein, parce qu'effectivement, j'ai raté 3 fois la classe libre avec ça. Puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler ça avec Marlène Madelon. Allez. Madeleine Marion, on l'appelait Marlène Madelon de temps en temps, c'est pour ça que c'est moins bien. Et je travaillais ça avec Jeanne Balibar, on
était ensemble au conservatoire, les Élysées. On a fait tout le parcours des deux personnages, la grande scène du cimetière, etc. Et j'ai eu la chance ensuite de travailler avec Marina, évidemment, mais donc j'ai cheminé un peu avec ce rôle, et c'est vrai que c'est assez magnifique qu'une obsession d'école, on puisse tout d'un coup le faire. C'est comme un gamin qui rêve de pilote de ligne et qui pilote enfin un Airbus 380, un énorme truc. Et ça, quand j'ai su que j'allais jouer Mesa, j'en étais tellement content, et on a failli le rejouer, là malheureusement on ne le fera pas, mais j'aimerais bien d'ailleurs un jour m'attaquer au Soulier de Satin, oui, essayer. Alors j'aurais rêvé de jouer Rodrigue. Je l'ai passé au conservatoire, Rodrigue. Des répliques de quelqu'un le jour où je passais. On a passé là à Mogador. Voilà, j'ai passé ça. J'aimerais bien un jour rentrer dans cette matière exceptionnelle. Et j'ai toujours d'ailleurs la cité du théâtre, le fait que j'ai eu la chance, moi, de monter Bergunt, mais parce que justement on était au Grand Palais, retiré de l'alternance ici, qui est vraiment une métrique indépassable. Si on perd une demi-heure quelque part, c'est un véritable boulier, on n'y arrive pas. Donc la Cité du Théâtre est là aussi pour répondre à ce genre de grandes aventures qu'on pourrait installer, organiser autour de temps de représentation et d'horaires différents. J'aimerais beaucoup faire ça, que nous fassions ça un jour, le Soulier de Satin. Vous croyez que le public est... Parce qu'on assiste quand même à un étalement, je trouve, depuis quelques années, de la durée des spectacles, quand même. Ouais. On arrive à 3, 4, 5, 6 heures. Vous croyez que le public est prêt pour cette traversée de 12 heures à nouveau? Puisque à la Comédie Française, je crois qu'il n'a jamais été joué en intégralité, le Soulier. Voilà, on peut amener du public à une chose de 12 heures, ça y est. Oui, on peut recommencer, quoi, quelque chose. Le Soulier de Satin est mythique. Voilà, c'est un titre, c'est un grand titre. Donc les gens, ils y vont en disant, oh là là, ça va être long, mais ils viennent quand même. Donc ça s'est fait en journée parfois aussi. Ça fait la peur. Ça se fait en journée parfois, oui, bien sûr, mais on aime bien ces grandes zones. Quand Olivier a fait La Servante, on s'est tous précipités. Il n'y a pas longtemps, Thomas Joly sur ses Shakespeare. Il y a des grandes traversées dont on ressort des médailles de Napoléon parce qu'on a tenu, au-delà même de la pertinence, on a vécu un jamboree. On s'applaudit soi-même à la fin. Oui, absolument, il y a quelque chose. Et c'est vrai que c'est beau. Puis évidemment, dans la cour, le fait de la couverture, moi, je ne l'ai pas vu, hein, mais du jour qui se lève, je ne l'ai pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler parce que j'ai eu la chance de croiser Mila, j'ai eu la chance de croiser Alexis Mitzer, j'ai eu la chance de croiser Pierre Vial, j'ai eu la chance de croiser Didier, évidemment, Rinucci, enfin voilà, c'est des gens que j'ai croisés dans ma carrière et c'est vrai que pour eux, ils en étaient. J'ai failli voir, un été, ils ont refait ça dans le festival en Corse, là, de Rinucci. Ils ont refait avec une journée, je crois, avec tous les anciens. Pratiquement tout le monde est revenu faire un peu comme au DBT, la nuit des étoiles, me semble-t-il. J'ai un copain qui a assisté, il paraît que c'était extraordinaire. Non, là où Claudel, c'est du théâtre d'incarnation. C'est ça qui est magnifique, d'ailleurs. C'est ça qui est magnifique. C'est que ça ne se vit pas, ça se joue, Claudel. L'acteur, et on vit des expériences assez dingues parce que il y a des passages qui sont obscurs, dingues. Voilà. Toute la scène du cimetière dans le partage de midi, une espèce d'éjaculation verbale. Sachant que Claudel faisait des trucs qui ne sont pas très catholiques dans les cimetières avec quelques. Évidemment, on sait tout ça. Comme tous les catholiques. On sait tout ça et en même temps, comment est-ce qu'on joue cette chose-là, ça pose problème. Et j'en ai souvent fait l'expérience, c'est-à-dire on a beau avoir les plus grands claudéliens, les plus grands dramaturges, avec les piles de bouquins de référence les plus grands, il y a un moment où il faut que les acteurs se lèvent et essayent, comme des porteurs d'eau, et ensuite tout d'un coup, ça met tout le monde d'accord, parce que tout d'un coup, une version
fait que tout d'un coup ça coule. Et je sais qu'avec Marina, la grande scène du cimetière, on l'a improvisé pratiquement. Brochure en main. Alors, heureusement, ce n'était pas en temps de Covid-19 parce que les miasmes s'échangeaient. Et alors, d'une manière dingue, de transpiration, de salive, parce que c'est de la lutte gréco-romaine, et sur le texte, et sur les corps. Et à la fin, on jouait à peu près 2/3 de l'improvisation. Et ça a mis, c'est pas tant que nous, on avait eu le bon réflexe, c'est qu'on avait essayé une des thèses possibles, et puis ça a mis tout le monde d'accord, comme s'il fallait un petit peu, moi j'appelle ça faire le singe, c'est-à-dire que l'acteur est aussi, il est là pour ne pas penser, il est aussi là pour porter une thèse, et puis voir si ça marche, si ça passe ou pas, si on rentre dans la porte, ou si ça coince. Et ça, ce théâtre athlétique, ce théâtre où les gens font un voyage, mais l'acteur aussi fait un voyage. Et c'est vrai, quand on commence le partage de midi, on ressort à l'autre bout et on se dit, c'est une course folle à faire. C'est une traversée de forêt, c'est une apnée dans une piscine olympique. Il y a un effort physique où à chaque fois qu'on salue, on est content d'en être sorti. Ça y est, c'est fait. Ne serait-ce que le nombre de problèmes de mémoire, le bafouillage, c'est une densité très, 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 très grande pour le coup. Et c'est du théâtre d'incarnation. On traverse là des eaux où le théâtre d'incarnation, le théâtre comme Hugo aussi, a un peu moins droit de citer parce qu'il y a beaucoup de métathéâtre autour. Les collectifs font beaucoup ça. Il y a de moins en moins de rideaux au théâtre. On rentre dans des salles où des gens sont déjà là, les acteurs sont déjà là pour dire on est comme vous, etc. La fêlure de Georges Banu et tout ça, son rideau a moins droit de citer. Ce que je trouve un peu dommage, parce que ça sert quand même, c'est ce que dit Lecce Bernard. Ils attendent quoi? Ils attendent. Voilà, toute cette définition du théâtre qui est vachement magnifique dans la parole de l'actrice chez Claudel. Donc c'est un peu moins travaillé dans les écoles, je crois. Nous, on travaillait ça, mais j'ai travaillé Louis dans la trilogie, des heures et des heures et des heures et des heures. Je crois à peu près avoir tout travaillé de Claudel, des rôles dans lesquels je pouvais être. Et on travaillait énormément ça. Jean-Pierre Garnier, qui est encore prof à l'école Florent, qui fait beaucoup travailler Claudel pour sa vertu pédagogique. Maurice Attias, qui est à Rouen maintenant, nous a fait travailler ça dès le début. Et c'est beau d'ailleurs, parce qu'on est face à... C'est le Mont Ventoux. Mais ça bataille avec. Moi, c'est un théâtre qui ne me quittera jamais, qui me passionne vraiment. Et puis, passionne à écouter et qui me passionne à jouer. Je pense aussi que un projet comme Le Soulier de Satin, ça doit fasciner aussi en tant que scénographe. Oui, bien sûr. Le prologue parce que ça s'appelle un prologue. C'est de l'Annoncier. Voilà, du Soulier de Satin. On se dit, Claudel, comment ça doit être. Qu'est-ce que c'est que le décor? Une espèce de préface didascalique. Il n'y a pas longtemps, justement, Didier a fait une journée particulière sur le Soulier de Satin à la Comédie Française où on a réécouté ce que Claudel fantasme du décor. C'est magnifique. C'est du rien, c'est des bouts de toile, c'est du théâtre d'enfance. C'est du guignol, quoi. C'est ce qu'on appelle, nous on dit, on monte un guignol pour se changer derrière. C'est des choses les plus volatiles, un bout de guinde avec 2 ergots, puis voilà, on attache ça, et puis ça tombe avec le vent, puis on remet un pain. Voilà, c'est vraiment cette chose-là, c'est la base absolue. Donc ça donne une indication. Rostand, au début de Cyrano de Bergerac, qui dit la même chose. C'est ça qui est assez beau aussi, c'est les poètes qui sont fascinés par le théâtre, qui sont fascinés par la coulisse, qui sont fascinés par l'acteur. On sent qu'ils le connaissent, le fantasme aussi, mais ils le connaissent. Donc oui, en tant que scénographe, rêver, de toute façon, toutes les Don Quichotte, Soulier de Satin, Don Juan, enfin tous les road movies au théâtre, c'est génial parce qu'on ne quitte pas la boîte à chaussures. Les gens viennent voir un voyage immobile, viennent se camper dans un siège, coincé au milieu d'un rang, pour entendre parler d'un voyage alors que rien ne bouge. Enfin, ce paradoxe-là, il fait tout
Il fait tout le théâtre. Enfin, c'est pas rien quand même, Claudel, parce qu'il y a la constellation d'Orion, il y a l'Atlantique, la Méditerranée, l'église de Prague. Enfin, c'est des défis. Ouais. C'est des vrais défis à relever pour un scénographe quand même. Ouais. On peut pas se... Enfin, surtout qu'imaginer des choses derrière Cocos, ça n'est pas simple. Difficile aussi. Il se pose là, notre grec national. Non, il se pose vraiment là. C'est absolument magnifique ce qu'il a fait, mais bon, on est là. J'ai vu celui d'Olivier, qui était assez magnifique. Assez magnifique. Ensuite, il y a son catholicisme à lui qui, je trouve, ne rend pas bien compte justement de celui de Claudel, qui n'est pas aussi... je ne me suis pas retrouvé partout là-dedans. Enfin, je n'ai pas retrouvé ce que je peux comprendre. Donc, c'est peut-être moi qui ai tort. Mais est-ce que c'était Claudius Claudel, c'est peut-être pour les protestants. Mais c'était cette tentative de doré absolu, d'éclatant absolu, c'était beau aussi. Une espèce de grande tourelle naïve, comme ça. J'en ai un souvenir assez beau. C'est Olivier Py, on retrouve un peu, que ce soit dans Le Soulier, dans ses autres productions, c'est un peu toujours la même esthétique. Enfin, il y a des choses qu'on retrouve d'un spectacle sur l'autre qui n'est pas forcément spécifique au Soulier, alors que, par exemple, Cocos, bon, c'est le Soulier, quoi, et c'est pas la même chose qu'un autre spectacle, quand même. Ce qui est très troublant, c'est que Philippe Girard, qui a joué dans les deux, qui a joué chez Vitesse et chez Py, dit que c'est la même chose. Il a traversé la même expérience de défi et de théâtralité à la fois, quoi. Enfin, de défi personnel et puis de jouer à l'intérieur, enfin, de jouer le théâtre à l'intérieur du théâtre. Et nous, spectateurs, on reçoit ça autrement. C'est ça ce qui est drôle. Ah, mais ça, je comprends. Je comprends parce que finalement, l'acteur est un sous-marinier et que comment est déguisé le sous-marin, finalement, la traversée est la même, sa voie de ravioli est la même, la largeur de sa banette est la même, l'exil est la même, le manque de sa femme est le même. Enfin voilà, il y a quelque chose. Nous, on a très souvent ça à la Comédie Française, ce qu'il arrive, je crois, des gens comme Simon Haine avaient tout joué dans Andromaque, tous les rôles, ou dans d'autres jeux. Il m'est arrivé, moi, sur Lucrèce Borgia, par exemple, j'ai joué sous la direction de Jean-Luc Boutet, Gennaro, avec Christine Fersen et Jean Détremay, il y a quand même assez longtemps. Et puis, je joue encore le spectacle qui a été fait sous la direction de Denis Podalides, d'abord avec Guillaume Gallienne et ensuite avec Elsa Le Poivre. Et je joue Don Alphonse d'Est. Donc, je suis celui qui dit quel âge avez-vous, capitaine? 20 ans. Avant, je répondais 20 ans. Je répondais à la question du. Voilà. Puis le temps est passé. Mais j'ai finalement une conscience de la difficulté de ces pièces, des moments de fatigue, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, des rouages. Comme quand je dis sous-marinier, c'est comme le moteur ronronne, où est-ce qu'il y a un bruit tout d'un coup. Cette chose-là, on se le partage beaucoup. Sur Molière, on partage beaucoup cette chose-là. On ne sait pas comment le jouer. Mais on est capable de repérer les difficultés. Donc ça ne m'étonne pas du tout que Girard, en ayant fait 2 traversées, reconnaisse quelque chose de l'ordre du même haut, même si forcément entre Vitesse et Py, c'est des univers différents. C'est des univers différents. Ça ne m'étonne pas, je reconnais bien cette chose-là. Vous avez dit récemment que vous aviez eu une espèce de choc esthétique à découvrir que le spectacle d'Ivo Vanov se jouait à Épidore et qu'il était dans son lieu natif, quoi. Enfin, voilà. Ça serait quoi pour vous le lieu natif du Soulier? Enfin, qu'est-ce que vous intuitez? Du plein air, du grand, du petit, de la boîte, ou au contraire de la plaine? Parce qu'à la cité, finalement, du théâtre, on pourrait tout faire, quoi. Les grandes black box aussi grandes que on peut y mettre 600, 700 personnes, en plus de frontale, ont des qualités de plein air. Finalement, le grill est tellement loin qu'on se dit c'est une mémoire. Voilà. D'où le fait... Avignon a tellement marqué. Oui, mais... le soulier de satin a tellement... on a l'impression que c'est là qu'il fallait le voir. Tous les gens qui nous en ont parlé, et puis... Moi j'ai eu la chance de jouer à Avignon, et j'ai eu la chance de jouer à Orange aussi, j'ai pas eu la chance de jouer à Épidore. Il est vrai que c'est des émotions rares.
Tous les acteurs sont des gamins de 8 ans qui disent on aurait dit que j'étais le cow-boy. On est tous comme ça. Ensuite, on raconte des grandes choses sur la poésie. Oui, enfin, c'est ça quand même. Ouais, on a tous envie de jouer. Et c'est vrai que quand on a la mèche qui fait comme ça, qui a du vrai vent, qu'on peut s'adresser aux vraies étoiles, il y a une espèce de truc, on se dit waouh, c'est THX, c'est un grand cinéma. Quoi. Ouais, on adore ça. C'est ce que j'intuite du soulier, oui. On adore ça. Et puis je pense que le rapport à la transcendance, oui, oui, ça, c'est sûr. Ensuite, moi, comme je n'ai pas vu ce spectacle, j'ai vu beaucoup d'images, on en a beaucoup parlé, donc j'ai une mémoire totalement décalée et totalement trompeuse, mais je l'adore cette mémoire-là. Je fais partie d'une génération où je rencontre encore des gens en me disant je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer, est-ce que j'ai pas la réflexe d'aller voir sur Wikipédia à qui il ressemble. Je n'ai pas ces réflexes-là. Donc, et puis je fais partie d'une génération, le Peer Gynt de Chéreau, j'ai fini par le voir, mais moi, le bouquin de la traduction de François Regnault, avant que ça soit réédité, d'ailleurs ça a été réédité pendant qu'on le faisait nous, me semble-t-il, avec les dessins de Peduzzi, c'était suffisant à mon rêve. Et les quelques photos en noir et blanc, c'était bon, je l'avais vu, quoi. J'adore cette mémoire lacunaire comme ça, parce que moi ça demande aux gens de hamac en hamac, de python en python, on fait nos trucs, et c'est comme le maître nageur qui à l'époque nous tendait la perche pour nous apprendre à nager, il nous la retirait pour qu'on aille la chercher, voilà, c'est ce principe-là. Parce que ce qui est très troublant dans la captation, c'est qu'elle a eu lieu à Bruxelles, mais on a l'impression que sur la pellicule, il y a la mémoire du ciel d'Avignon. C'est ça qui est très très troublant. Et les acteurs, quand ils la regardent, ou même les spectateurs, je crois que c'est ton cas, ont l'impression que, comme si le spectacle avait mémorisé une espèce de cosmogonie, native, quoi. C'est ça qui est très troublant dans cette affaire. Et c'est pour ça que je vous demandais quel serait pour vous le lieu rêvé, mais qui peut du reste effectivement exister dans une grande boîte. Je crois que vous avez raison. Y compris à la Cité, quoi. Enfin, je veux dire, après, qu'est-ce qu'on donne à voir et qu'est-ce que le spectateur remplace de hamac en hamac, justement, quoi. Ensuite, tous les lieux. Avignon a sa légende aussi. Voilà, on y va quelquefois plus pour y être que pour le spectacle qu'on voit. C'est vrai aussi. Oui, c'est comme la messe, quoi. Je mets des entailles sur la Corse, sur la crosse du truc, j'en ai vu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que il y a cet érotisme-là. On a les étourneaux, les souvenirs qu'on en a, les trompettes de jarre, enfin, tout ce truc. Par exemple, à Épidore, c'est une impression très différente. Avignon, c'est la ville, c'est la touffeur de la ville. On entend la rumeur de la ville, on entend les résultats de foot, quand c'est la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, on est dans un truc urbain, quoi. Et puis il y a cette espèce de grande architecture, le palais, la façade, qui a un Paris scénographique, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on l'ignore, est-ce qu'on l'ignore pas, c'est toujours le grand truc. À Épidore, ça va jusqu'à la mer. C'est une nature, quoi. C'est l'impression qu'on s'est arrêté là, qu'on a posé un caillou, qu'on a donné un truc, et c'est très troublant. Pour le coup, Épidore, c'est la nature qui prend la nature divine, et pas la grandeur. C'est l'arrivée d'Elsa Le Poivre sur son ponton pour la rue Cittadina. C'était dingue, parce que tout d'un coup, vraiment, on avait l'impression qu'elle arrivait du port. C'était possible. Comme c'était la nuit était la coulisse, son entrée durait 100 mètres. Je ne la voyais pas, tout d'un coup elle était éclairée. On a l'impression qu'elle arrivait, oui, de la nuit, de la nature, des dieux. Je ne sais pas pourquoi. C'est très. Ça, c'était magnifique. Donc, oui, le lieu rêvé de cette grande rencontre mythologique, de ces grands séparés, de cet Adam, de cette Ève. Oui, la pleine nature, il va y avoir quelque chose. Le vent qui emporte tout. C'est ça qu'il y a de beau à Avignon, c'est ça peut-être qu'on a perdu. Moi j'y ai joué il y a longtemps, il y a 25 ans, 26 ans, c'est dont je jouais Jacques Lassalle. Et c'était avant qu'André Serré me fasse tout le système de son. Quelques années avant, je crois que ça date de 95, 96, 97, je crois, le système de son. Plutôt pas mal, évidemment.
Nous, c'était à pleine voix. C'était encore cette époque-là à pleine voix. Et je me souviens, on avait des grands chapeaux, comme ça, le Velasquez, genre magnifique. Dès le premier jour, on va arrêter avec les chapeaux. Ça part en frisbee. Le Mistral s'amusait à me chouette des frisbees. mais on avait cette chose-là où tu sentais que le public aussi venait là et acceptait la pluie, acceptait de perdre certaines choses, aimait le combat de la voix et du Mistral, était dans cette chose-là absolument magnifique. Maintenant, les gens sont très exigeants pour tout entendre, etc. Alors que je trouve que quand la nature a un rôle à jouer dans la pièce, et dans ces pièces-là, c'est le pied de nez naturel, il est fort. Sur les damnés, alors les damnés étaient très technologiques pour le coup, même si dans ce minéral, comme il a monté ça comme une tragédie antique, Ivo, forcément, dans ce minéral-là, on a vu immédiatement ce sentiment-là. Mais à la fin, Christophe, c'était extraordinaire parce que ça coupait de sang, il m'envoyait en l'air comme ça, il était dessous et on avait un champignon atomique. Vraiment, on avait l'image d'un champignon atomique parce que l'argile repartait. Il y avait Nagasaki et les plumes mises sur Elsa. Je rigolais parce qu'il y avait plein de. La première ou la seconde, il y avait évidemment 3 rangs entiers de critiques qui se sont pris le masque et la plume. C'est-à-dire, c'était plein de plumes au-dessus de l'argile. Je lis dessus, je dis, tiens, je dois comprendre le titre. Regarde ça. Parce que c'est vrai qu'on. Les gens recevaient des plumes qui leur retombaient sur eux au dernier rang, 10 minutes après, ça s'envolait dans la cour. L'impression de laisser des boules avec la tour Eiffel, comme ça. L'impression que le vent de l'histoire était passé, soulevait les choses, et ça, c'était incontrôlable. Et en tant que spectateur, c'est magnifique parce qu'on voit ce qu'il y a de contrôlé, et on voit ce qu'il n'y a pas de contrôlé. Et finalement, c'est le grand plaisir au théâtre. Quand on voit que l'acteur maîtrise tout jusqu'au moment où il ne maîtrise pas, c'est quand même nos grands moments, nous. Oui, puis il y a une impression d'unicité. Enfin, en tant que spectateur, on a vraiment toujours, dans la cour, on a toujours l'impression que c'est une représentation complètement unique parce qu'effectivement, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir, est-ce qu'il va faire froid ou pas faire froid, enfin. Et puis, je pense que aussi, il y a le fait que sur une représentation qui est très longue, enfin, le Soulier de satin, on lâche prise aussi, par moments. Enfin, on n'est plus dans le fait de devoir forcément tout comprendre, ou forcément faire attention à tout, et à un moment où on pense à autre chose, et puis on regarde le haut du mur, et puis parce que voilà. Donc c'est quand même aussi une expérience de spectateur complètement, radicalement différente quand même. Absolument. Vraiment. Oui, parce que le fait, il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. J'adore Claudel aussi pour ça, parce qu'il, de temps en temps, il y a des maximes qui servent, si on les théâtralise sur notre art. Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance, c'est extraordinaire. On le sait tous, que si tout d'un coup le spectateur est obligé de revenir sur la Bible pour essayer de comprendre quelle était l'intention de la mise en scène du décor, c'est que c'est planté, et que finalement c'est que du subliminal tout ça, et que il faut perdre sa connaissance, et que la nature, l'endormissement, la longueur fait que oui, les niveaux d'écoute, les niveaux d'éveil, de veille et d'éveil sont des choses magnifiques quand on les accepte. Mais cette longueur-là nous fait l'accepter. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est beau. Et je crois que c'est dans le Soulier de satin aussi, je crois que c'est le deuxième musique qui dit ça à Prouès, qui lui dit c'est la joie seule, et non pas l'acceptation de la paix, et non pas l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. Et ça, je trouve ça, si on note la religion de cette phrase-là, et qu'on le met sur le théâtre, c'est la joie seule et non pas l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. Pour l'interprétation, c'est génial, de tous les répertoires. Nous, on le sait, on ne travaille pas avec de la tristesse. Trimballer sa mélancolie, sa tristesse, ça n'est pas un muscle au théâtre. On ne joue jamais mieux la tragédie qu'au bord du fou rire. C'est vraiment le jeu, le sentiment du ludique avec ses partenaires, c'est comme ça que les gens sont en larmes. Quand nous, on est en larmes, tout le monde s'en fout. Bien sûr. Surtout au 10e rang, parce que ça ne se voit plus de toute façon. Et Claudel a
des phrases. Oui, il a des attributions fulgurances comme là-dessus. ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. L'abeille Yves dans le cornet de la fleur fécondée, enfin tous ces trucs-là, il y a quand même des choses qui, au-delà de la poésie, au-delà du champ sémantique, etc., qui sont d'une pertinence. Ça fait partie de ces théâtres où on voudrait avoir un carnet pour marquer les phrases de scène en scène, parce que tout d'un coup, elles résument des pans de réflexion, de définition qui tout d'un coup scintillent comme ça, et qu'on essaie de les apprendre par cœur, et puis on a une autre qui arrive, puis une autre qui arrive, puis c'est celui de satin. Oh, on dit, je vais relire après. Et donc, le soulier de satin à la Comédie Française, bientôt ou cette cité du théâtre, si elle 25, entre les 2025, fourches non codines de ce que nous traversons, Oui, c'est sûr que là, en de plus. l'économie, très touché, ou bien c'est keynésien, ils se disent c'est ce projet-là qu'il faut défendre, ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, En tout cas, ça aurait de la gueule d'inaugurer ça ça, oui. avec le soulier quand même. Hein. On avance, et en même temps, plus on avance et plus ça recule. C'est-à-dire que forcément, sur ce genre de gros travaux qui sont complexes de phasage des travaux entre l'opéra qui doit partir, mais qui doit continuer à jouer, l'Odéon qui doit pouvoir continuer à jouer, etc. Voilà, c'est très délicat, cette chose-là. Et puis, politiquement et administrativement et comptablement, c'est pas des projets simples. Donc, on est sur du 25-26 en 2026. Ah oui, ça recule maintenant. Ouais. Bon, on le sait, hein, c'est toujours long, donc moi c'est évidemment au-delà de mes mandats. Donc je vais essayer d'accompagner la chose la mieux possible. Maintenant, vraiment, il est fait pour ça. Il est fait pour ça, et il est fait aussi pour justement pouvoir accueillir des grandes épopées de retour d'Avignon ou de Pidore. Oui, dans des lieux qui sont des nuits mécaniques, mais des nuits quand même. C'est-à-dire quand on a... Une des choses qui m'a beaucoup aidé pour faire comprendre aux politiques la nécessité de la Cité du Théâtre pour la Comédie Française, c'était les damnés à Avignon. Quand les gens voyaient les damnés cours d'honneur, puis ensuite je leur expliquais ça va revenir à la salle Richelieu. Là, tout d'un coup, enfin, c'était concret pour eux on passait d'une chose à une autre et que c'était très complexe, même si c'était fertile. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont vu les deux versions et qui ont beaucoup aimé la version ici. Parce que, ici, c'était assez fascinant quand même. Parce que c'était le confinement... On ne pouvait pas échapper. Enfin, non, voilà. la fin, on avait l'impression d'être vraiment sous le regard. Autant à Avignon, on peut toujours regarder un peu le ciel, passer au-dessus du mur, respirer, etc. Autant là, dans le confinement, dans le chaud du velours, dans une salle qui a été occupée, qui est éminemment politique, il y a des choses qui étaient forcément extrêmement denses là-dessus. Mais il n'en reste qu'encore une fois, passer de l'un à l'autre, à chaque fois, c'est compliqué pour nous. Electra-Orès, ça a été complexe, parce que demander à un scénographe, surtout Yann, qui travaille dans le monde entier, et qui a avec un niveau des projets, je ne sais pas, 10 projets par an, c'est toujours insensé. Donc lui demander de faire 2 versions à chaque fois, de bien prévoir, parce qu'on passe quand même. Oui, il y a un studio, un tatami, donc j'espère bien, oui, qu'on fera. Et puis des grandes aventures qui ont cette intensité-là. Oui, puis ça se pose là. On est dans les dates, enfin je veux dire, 87, il y a eu 87 vitesses. On a l'impression que tous les 20-25 ans, il faut faire quelque chose. 8, ça va être ça, donc là on est dans les... barreau, vitesse, puis paf. Et puis la Comédie Française est faite pour ça. La notion même de la troupe permet d'avoir dans tous les rôles des gens qui seraient capables de jouer. Bien sûr. C'est toujours le bonheur, toujours à ça, mais on jouait Cyrano de Bergerac, un Michel Favori, qui était professeur à la rue Blanche pendant des années et qui dit juste la tarte la tourte, il le dit bien. Oui, c'est pratique. Il n'a que ça à faire, mais la figure est dessinée. Il faisait Juset, le cadet Juset à la fin, en Arras. Je crois que Juset ne dit rien, mis à part les trucs communs, oh non, etc. J'ai faim, voilà, les trucs en commun. Et Michel,
Il m'amusait pendant certaines représentations de ne regarder que son parcours, tellement c'était incroyable. Jusqu'à un suicide par mort de faim qu'il avait inventé à la fin. C'était donc un soulier de satin ici, avec le nombre de rôles. Ah oui, il y a la place pour tout le monde. Ouais, la place pour tout le monde. On sait que c'est une matière. Puis même, grâce à Vitesse, jouer l'ange gardien, jouer l'annoncier, enfin, ça a tellement été emblématique. C'est des tubes. On se dit pas, ouais, c'est juste deux scènes. Non, on se dit, putain, Vous sentez c'est des tubes. les scènes de Vitesse, les scènes de Claudel, c'est une demi-heure déjà pour commencer. Et Aurélien était ici aussi, il est passé à Aurélien, bien sûr, j'avais oublié. Nombre de gens. C'est quand même une Autre pièce, emplumé. Ouais. c'est quand même terriblement, enfin ça demande des acteurs quand même, le soulier de satin. C'est vraiment une pièce qui demande, et si on prend la mise en scène de Vitesse quand même, globalement c'est quand même, tous les acteurs de Vitesse sont des acteurs complètement il faut trouver exceptionnels. il faut trouver un lieu qui a les reins pour Qui a produire l'air aussi. Hein. Ouais. Fisbach, en 2007, il avait essayé, il n'avait pas réuni la production. Hein. Vous voulez le faire où, Fisbach? Il voulait le faire à Avignon. À Avignon. Il a jamais réuni Ouais. les fonds, quoi. Ouais. C'est quand même. Et puis à reprendre, Oui, après c'est ça un problème aussi. tourner, ouais, c'est toujours compliqué. Mais ça va se refaire. Bon, il y a du pain sur la planche, en tout cas. Ça. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous en prie.